Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement, a procédé ce mardi à la pose de la première pierre du château d'eau d'Anyama d'une capacité de 5000 m3. Ce château d'eau, une fois construit, permettra la distribution d'eau dans les communes d'Abobo, Ndotré et Anyama. Les résultats des élections couplées municipales et régionales continuent de tomber. Le porte-parole de la CEI était à l'instant sur les antennes de la RTI pour la poursuite de la proclamation des résultats des municipales. Des résultats qui suscitent déjà violence à Abidjan et à l'intérieur du pays. En Libye, attentat à la voiture piégée contre l'ambassade de France à Tripoli. Ce mardi matin, 2 gardes français ont été blessés. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est arrivé ce mardi à Tripoli où il a visité l'ambassade de la France en partie détruite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous pendant cette demi-heure d'information sur RTI 1. Vous le savez, l'actualité de ces 48 heures est dominée par la proclamation des résultats des élections couplées municipales et régionales par la Commission électorale indépendante. Mais avant d'en parler largement dans ce journal, intéressons-nous à cette activité du Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement, a procédé ce mardi à la pose de la première pierre du château d'eau d'Anyama. L'objectif du projet est de réaliser un réservoir de 5000 m3 afin de garantir la desserte en eau potable et assurer une bonne pression dans les réseaux de distribution dans la zone Abobo, Ndotré et Anyama. Alexis Ouedraogo. Un réservoir d'eau vide, le quotidien du Jeunia, installé en Ndotré dans la commune d'Anyama. Depuis bientôt 3 ans, chaque jour, il est obligé de puiser de l'eau à plusieurs kilomètres de chez lui. On va puiser l'eau derrière Goudon, souvent même c'est à Bobo. Il y a des motos, on met les bidons, on fait une barrique à 1500. Non loin de lui, Monique, mère de 3 enfants en bas âge, elle aussi souffre de ce manque d'eau dans le secteur. C'est trop compliqué, en tout cas c'est pas facile chez nous. On veut puiser l'eau, en tout cas on souffre. Le calvaire devrait cependant très bientôt prendre fin. Ce mardi, le chef du gouvernement a procédé à la pose de la première pierre d'un château d'eau qui devrait desservir les zones d'Abobo, Ayama et Ndotré. Ce château d'eau de Ndotré est un projet du programme d'urgence qui a été approuvé par le Conseil du gouvernement, vous-même, et par le Conseil des ministres, dans lequel il est prévu un investissement de 48 milliards pour traiter des questions liées à la production, au transport et à la distribution de l'eau sur Abidjan. De ces 48 milliards sont prévus la construction de 2 châteaux d'eau extrêmement importants de 5000 m3. De 5000 m3 chacun, l'un pour Abobo, l'autre pour Yopougon, dans un second temps. Et des dispositions pratiques sont arrêtées pour que le projet sorte de terre au plus vite, a expliqué le Premier ministre. Il est inacceptable de constater que la Côte d'Ivoire dispose de ressources suffisantes en eau potable, mais d'infrastructures insuffisantes pour amener l'eau au robinet des populations. Conscient de cette situation, le gouvernement ivoirien a entrepris, dès sa formation en juin 2011, un vaste programme pour résorber ces déficits. Les villes de l'intérieur du pays ne sont pas oubliées. Elles devront elles aussi connaître très bientôt ce vent nouveau de renforcement des investissements dans les secteurs clés de l'eau, de l'énergie et des routes. Et je vous fais lecture de cette information parlementaire. Monsieur Soro Kigbafori Diom, président de l'Assemblée nationale, convoque, mesdames et messieurs les députés, membres de la conférence des présidents, à la réunion du vendredi 26 avril 2013 à 10 h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, établissement de l'ordre du jour des travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. La proclamation des résultats des élections couplées députés de Pur le lundi se poursuit sur les antennes de la RTI. Et comme vous le voyez sur ces images, le porte-parole de la Commission électorale indépendante, Inza Diomandé, était sur nos antennes il y a quelques instants pour donner les résultats des municipales des communes restantes. Par ailleurs, certains des résultats des régionales sont également disponibles. Et avant de continuer, je vous le disais que le porte-parole de la Commission électorale indépendante, M. Inza Diomandé, a proclamé des résultats. Aujourd'hui, nous le recevons sur ce plateau. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, madame. Vous êtes là pour apporter des rectificatifs sur les résultats qui ont été tout à l'heure donnés. Oui, précisément sur un résultat, celui de la commune de Tienko, où il y a eu une petite erreur que nous devons rectifier là maintenant. Nous vous écoutons, monsieur. Merci beaucoup, madame. Tienko, inscrit 1986, votant 1486, bulletin nul 82, suffrage exprimé 1404, taux de participation 74,82%. Ont obtenu Koulibaly Seydou, indépendant, de la liste Union pour le développement de Tienko, 821 voix, soit 58,48%. Sidibé Daouda, RDR, Vivre ensemble, 583 voix, soit 41,52%. Est donc élu Koulibaly Seydou, indépendant, de la liste Union pour le développement de Tienko, avec 821 voix, soit 58,48%. C'était bon de faire cette rectification parce que en fait, les chiffres avaient été intervertis. Bien, voilà. Merci. Donc, merci à vous. Moi qui vous remercie. Et nous continuons ce journal pour parler maintenant de ce fait assez important. Les populations d'Adjamé et de Treichville ne sont pas du tout contentes car les activités dans ces communes tournent au ralenti depuis le vote du dimanche 21 avril. Ce matin, notre équipe de reportage était sur le terrain pour recueillir les avis des riverains sur cette situation. Amikanga Graskando. Deuxième jour après la proclamation des résultats des élections couplées, la commune d'Adjamé toujours paralysée. Magasins fermés, aucune activité au niveau de la mairie, les locaux sont occupés par certains éléments des forces républicaines qui en assurent la sécurité. Une situation difficile à supporter par les résidents et commerçants de la commune. Depuis l'élection, on n'arrive pas à vendre, si on est venu enlever bagages, on voit les gars avec les cailloux, qui déferment les magasins. Hier même, ça a jeté les lacrymogènes. À cause des votes là, nous on ne connaît rien dedans. Nous on est venu chercher pour nous. Nous ils n'ont pas arrêté, nous avant. Rien ne marche. Ce qu'on a vécu là, on ne veut plus ça. On prie Dieu. Quel que soit qui a gagné, la personne n'a qu'à accepter, on va travailler. Toujours c'est nous qui prenons le pot cassé. On est fatigué. À Treichville, par contre, après le saccage du dimanche, des urnes, des procès-verbaux et des bulletins de vote ont été détruits par des casseurs. Le calme est revenu. Je suis venue faire les achats aujourd'hui. Il paraît que hier, il y avait du bruit ici, mais il y a la calmie aujourd'hui. Voilà la preuve. J'ai fait mes achats, je rentre à la maison. Les deux camps se sont proclamés vainqueurs. On attend les résultats depuis, on ne nous dit rien. Donc ça a créé un peu la peur. Tantôt on est là, on nous dit fermez. Ils viennent avec machette, avec les bois pour nous attaquer, donc on ne sait plus. Aujourd'hui, bon, c'est un peu calme. Selon une source de l'ONUCI, il y aurait eu des troubles dans 9 communes, sachant qu'il y en a 197. Dès la proclamation des résultats de ces élections, on a assisté à une reprise des violences ici à Abidjan et dans plusieurs localités du pays. Pourtant, la commission électorale indépendante avait invité tous les candidats à jouer la carte du fair play politique. Emma Niamia nous en parle. Les nombreuses campagnes menées par la commission électorale indépendante CEI pour des élections apaisées seraient-elles tombées dans des oreilles de sourds? La question mérite d'être posée au regard du cycle de violence intervenu au lendemain des élections couplées municipales et régionales. À Abidjan, par exemple, les partisans de certains candidats pas d'accord des premières tendances encore officieuses se sont adonnés à des actes de vandalisme dans les communes de Koumassi, Adjamé et Treichville. Ils réclamaient l'annulation pure et simple des scrutins parce que selon eux, ces tendances ne reflèteraient pas la réalité. Résultat de ces mouvements d'humeur, la perturbation du trafic routier dans ces localités et la fermeture des commerces. Comme à Abidjan, certaines villes de l'intérieur se sont également illustrées. On signale même des vols d'une à Bangolo et à Mbengue dans le nord du pays. Les enjeux de ces élections sont énormes, mais un seul objectif guide tous les candidats, apporter un mieux-être à leurs administrés. Les candidats et leurs partisans devraient donc comprendre cela et jouer la carte du fair play, comme le montre si bien cette affiche de la commission électorale indépendante. Si tu as perdu, félicite le vainqueur, demain ton tour viendra.
Il en ressort que les indépendants sont en tête de ces résultats partiels proclamés par la CEI. Marie-Laure Ngouran nous fait le point des tendances des partis politiques au regard de cette phase de la proclamation des résultats. Élections couplées municipales et régionales. Le verdict des urnes pour les municipales publié depuis lundi. Selon les premiers résultats partiels proclamés par la Commission électorale indépendante ce 22 avril, les candidats indépendants sont en tête. Les résultats de 82 circonscriptions proclamées par le porte-parole de la CEI, Inza Diomandé, donnent la majorité aux candidats indépendants qui obtiennent 32 communes contre 23 pour le Rassemblement des Républicains, RDR, et 23 pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. L'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, obtient, selon ses premiers résultats, 3 communes, quand le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, s'en sort avec une seule. Les résultats déjà proclamés concernent en grande partie les petites circonscriptions électorales du pays, précise Inza Diomandé, qui souligne que la compilation des résultats au niveau des grandes circonscriptions prend du temps. Au regard des résultats publiés, selon le porte-parole de la CEI, Inza Diomandé, le taux de participation s'est amélioré, passant de 30 à 60%. Les résultats continuent d'être proclamés par la CEI. Vous l'avez entendu et c'était la grande surprise générale. Les candidats indépendants sont les grands vainqueurs pour cette première partie des résultats concernant les municipales. Pourtant, ils n'étaient pas les favoris. Comment peut-on comprendre cette montée en puissance des indépendants? La réponse dans cette analyse. Les premiers résultats des municipales rendus publics par Inza Diomandé, le porte-parole de la CEI, Commission électorale indépendante, ont déjoué tous les pronostics des partis politiques. Des teneurs sont tombés, des indépendants, des outsiders sont passés haut les mains. Sur près de 70 proclamés élus, plus de 23 sont des candidats indépendants, soit un peu plus du tiers des résultats communiqués lundi 22 avril, premier jour de proclamation des résultats. De Lakota en passant par Didiéville, Grand Bérébi, Grand Laou, pour ne citer que ces localités, les indépendants ont raflé des postes de maire contrairement aux attentes. Même son de cloche à Bundiali et à Zoukbe. C'est la preuve que l'on n'a pas besoin forcément de la caution d'un parti politique pour se faire élire. C'est aussi la preuve que les électeurs, les Ivoiriens, aspirent au changement. Et c'est un signe, un grand signe qui montre la maturité des électeurs. Les populations ont porté ainsi un regard nouveau sur ces élections. Elles ont regardé à la qualité des programmes et des candidats et surtout à ce qu'ils sont capables de faire pour elles. Et elles ont choisi le bon parti et non le parti politique. Et bien évidemment, des grosses têtes sont tombées, des figures bien connues de la sphère politique sont en perte de vitesse dans leur circonscription. À côté, il y a aussi des candidats qui ont fait le plein des urnes. Adama Kone. La commission électorale indépendante a commencé depuis 2 jours à livrer les résultats des élections couplées régionales et municipales. Quelques localités attendent encore de savoir les élus en charge de leur administration. Mais déjà, l'on note la défaite de certains candidats bien connus de la scène politique ivoirienne. À l'ouest, à Mans, le candidat RDR Sidiki Konaté n'a pu convaincre les électeurs. Au sud, à Agboville, c'est Adama Bictogo, toujours du RDR, qui tombe avec 36% des suffrages exprimés contre 53% pour le vainqueur Ncho Acho Albert indépendant. Par contre, la moisson a été très fructueuse pour cet autre groupe, ceux qui ont récolté la totalité des suffrages exprimés, soit 100%. Jusqu'à ce soir, ils étaient au nombre de 5. À Djekanou Abdoulaye Diallo du PDCI RDA, à Odiene Masseneba Touré du RDR, à Nyofouin Faubert Soro du RDR, à Samatigila Lansine Diaby du RDR et à Kong Biraima Tene Ouattara également du RDR. En face des candidats accrédités d'un taux de 100%, il y a ceux qui ont fait piètre figure. C'est le cas du candidat indépendant Lansine Diaby de Séguélon dans le Kabadougou qui n'a obtenu en tout et pour tout qu'une seule voix. Ces résultats animent des débats et suscitent également des réactions dans la presse, des commentaires, des analyses fusent des quotidiens. Faisons la revue de presse avec Patricia Oumouetia. La presse ivoirienne débute la semaine par le même sujet. Les résultats des municipales et régionales. C'est le lundi que la proclamation des résultats des élections couplées municipales et régionales a débuté.
Quand l'Inter révèle le nom des nouveaux élus des élections municipales, Fraternité Matin barre à sa une. Contestation des résultats des élections, 5 jours pour saisir la CEI. À la page 7 du journal, le président de la Chambre administrative de la Cour suprême explique la procédure à suivre pour introduire une requête à la CEI. Quant à l'intelligent d'Abidjan, il affirme que la crise post-électorale est déclenchée. D'où l'inquiétude du journal Le Temps qui titre « La Côte d'Ivoire à feu et à sang ». Selon le quotidien, après les résultats partiels, le RDS sombre dans la violence. L'argument est donc tout trouvé pour Soir Info qui dit « C'était chaud hier à Koumassi et à Adjamé ». Tandis que le Nouveau Réveil écrit « Le RDS joue contre Ouattara ». Le Patriote indique lui à sa une que les premiers résultats de la CEI commencent avec le règne des indépendants. La mission d'observation électorale de la société civile s'est exprimée également sur le déroulement de ces élections jusqu'à la proclamation des résultats. On écoute Tiako Ignace, le porte-parole de la mission de la société civile. La Côte d'Ivoire a fait des progrès impressionnants en termes de démocratisation, de bonne gouvernance et de respect des droits de l'homme et peut servir de modèle à d'autres pays en Afrique de l'Ouest et ailleurs en Afrique. Nous sommes convaincus que les Ivoiriens ont fait leur choix de manière calme, pacifique, et que les élections présidentielles de 2010 et les législatives de 2011 ont confirmé la maturité politique des Ivoiriennes et Ivoiriens. Le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère apaisée. Les électeurs sont sortis de façon timide dans la matinée et un peu plus engagés dans l'après-midi, avec un taux de participation moins élevé qu'aux élections présidentielles. Les libertés individuelles et collectives d'expression, de circulation des candidats et électeurs ont été respectées en ce jour de vote. Au vu de tout ce qui précède, la mission de la société civile africaine salue le sens civique du peuple ivoirien, note et apprécie le climat pacifique et serein qui a prévalu tout au long du déroulement des opérations de vote. Félicite les candidats en lice pour leur haut sens de patriotisme doublé de leur engagement à renforcer les acquis démocratiques et la cohésion sociale pour une franche réconciliation des Ivoiriennes et Ivoiriens. Donne un satisfecit à la télévision nationale, notamment la RTI, pour le respect du temps d'antenne et son impartialité. Félicite le gouvernement et les institutions de la République, surtout la CEI et son président, M. Youssouf Bakayoko. Par toutes ces fins, la mission d'observation électorale de la société civile africaine considère que les élections couplées du 21 avril 2013 se sont déroulées dans le calme, dans la liberté, dans l'honnêteté et l'équité. Tout autre sujet, 140 jeunes de la sous-préfecture de Iré ont été formés au métier de l'élevage grâce à un financement du programme des Nations Unies pour le développement et une société minière de la région. Ces jeunes ont construit des fermes agricoles. Le coût total du projet s'élève à 150 millions de francs CFA. Francis Boifo. Ils sont désormais installés à leur propre compte après 3 années d'apprentissage. 140 jeunes de la sous-préfecture de Iré, dans la région du Lodjibois, ont bénéficié d'une formation au métier de l'élevage. La construction de la ferme, jusqu'à acquérir les animaux, nous avons eu la chance d'avoir l'encadrement de la NADER. Nous sommes très contents d'avoir eu un métier au moins qui va à la longue nous nourrir, nous et nos familles. Organisés en groupement associatif, ces jeunes disposent de 4 fermes d'élevage de poules pondeuses et 2 fermes de porcs charcutiers. Coût global du projet financé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et une société minière de la place, 150 millions de francs CFA. L'emploi de jeunes est une priorité pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc, en apportant une modeste contribution, il s'agit
Ce projet de formation au métier de l'élevage a été initié par le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. En vue d'un meilleur encadrement des bénéficiaires du projet, un comité de développement a été installé dans la sous-préfecture de Iré. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique est à Paris. Kandia Camara a procédé ce mardi avec la directrice de l'UNESCO, Irina Bokova, à la signature de l'accord de siège entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO. Cette signature devrait renforcer les relations entre l'institution et notre pays. Ces accords portent sur les activités de programmes tels que l'éducation pour tous, l'alphabétisation. La directrice de l'UNESCO en visite à Abidjan dans le mois de juin avait pris part à un forum sur la pays avait insisté sur l'urgence d'accélérer le partage du savoir entre les pays de la sous-région et elle a donné au ministre ivoirien la vocation de veiller à l'application des accords de siège. Dans le reste de l'actualité, en France, les parlementaires français autorisent la poursuite des opérations militaires au Mali. Le débat et le vote ont eu lieu lundi soir à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. C'est le gouvernement français qui a sollicité le feu vert du Parlement pour la poursuite de l'opération Serval. Regardez. Moment d'émotion au Palais Bourbon. Une minute de silence en la mémoire des 5 soldats français tués dans le cadre de l'opération Serval déclenchée le 11 janvier. L'opération se déroule au Mali depuis exactement 3 mois. Mais elle ne peut se poursuivre au-delà de cette période qu'après l'autorisation des parlementaires. C'est donc à une véritable opération de hier en Libye, au constant, mais surtout la disponibilité permanente auprès de vos représentants. Le ministre a notamment souligné que l'intervention militaire française au Mali était une réussite politique et militaire. La reconquête du territoire malien conduite par nos troupes, alliées aux forces armées maliennes et aux soldats tchadiens et nigériens, a été remarquablement menée. La France doit désormais aider le Mali à gagner la paix. Jean-Marc Ayrault a convaincu la majorité des députés français. En faveur de la prolongation de l'opération Serval, ils sont 300. La parole est à M. Pierre Lelouch. Parmi eux, les élus UMP. Mais ces derniers émettent quelques réserves. La vérité, c'est que le Mali n'a jamais su créer une unité véritablement nationale sur son territoire. Une question centrale obère la suite de notre intervention, Monsieur le Premier ministre, celle de la reconstruction d'un État malien viable. Sur place au Mali, pas de polémique, pas de débat. Le vote des députés et des sénateurs français en faveur de la prolongation de l'opération Serval est accueilli avec soulagement. La France, je peux dire, a sauvé le Mali. Alors, beaucoup a été fait. Il reste encore quelques difficultés. Je pense que cette prolongation permettra vraiment à résoudre définitivement le problème. Députés maliens et ses compatriotes attendent maintenant la prochaine étape, la conférence des donateurs initiée par le président français François Hollande. Cette conférence qui doit réunir des fonds pour la reconstruction du Mali est prévue pour le 15 mai à Paris. Nous restons en France pour donner cette information. En bref, selon laquelle les députés ont voté la loi sur le mariage pour tous. Et concernant la France, toujours en Libye, attentat à la voiture piégée contre l'ambassade de France à Tripoli ce mardi matin. 2 gardes français ont été blessés. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est arrivé ce mardi à Tripoli où il a visité l'ambassade de France en partie détruite. Regardez. L'ambassade de France à Tripoli a été presque totalement détruite. Il est 7h10 du matin, une voiture piégée garée devant la porte du bâtiment explose, provoquant d'importants dégâts. 2 gendarmes français sont blessés, dont l'un grièvement. Le pire a été évité. À 7h, le personnel de l'ambassade n'était pas arrivé. Il s'en est fallu de quelques minutes. Si le personnel avait été là, ça aurait été effectivement un drame épouvantable. Cet attentat a été fait pour tuer. La France ne cédera pas. Des enquêteurs libyens sont sur les lieux de l'attentat. La France a ouvert une enquête et envoie 10 gendarmes du GIGN à Tripoli pour renforcer la sécurité. C'est la première fois depuis la chute du colonel Kadhafi en 2011 que des intérêts français sont touchés en Libye.
L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il survient dans un contexte d'insécurité croissante en Libye et dans un contexte régional marqué par le conflit au Mali, où l'armée française intervient contre les islamistes radicaux. Hors du continent africain, entre la Syrie et Israël, la tension ne cesse de monter. Israël accuse Bachar al-Assad d'utiliser les armes chimiques. Alimenté en armes et munitions et conforté dans sa stratégie par Téhéran, le président Bachar el-Assad est toujours attelé à sa gigantesque opération de châtiment collectif à travers le pays. Ses forces bombardent inlassablement la périphérie de Damas, appelée la Routa, et mettent désormais tout leur poids à reprendre la ville de Qusair pour sécuriser la route reliant la capitale au littoral. Pour sauvegarder son pouvoir, le président syrien semble prêt à tout. Un responsable du renseignement militaire israélien a affirmé ce mardi qu'il utilisait des armes chimiques mortelles telles que le gaz sarin contre les rebelles. De son côté, affaibli par la démission de Moaz el-Khatib, le président de la coalition nationale syrienne, l'opposition s'est dotée d'un président par intérim pour assurer la continuité. À peine nommé, Georges Sabra a aussitôt revu à la hausse les tueries de Jdeïdet el-Fadl et ses environs, les plus importantes selon lui depuis 2 ans. Il y a plus de 500 morts et au moins 1000 blessés. Certains ont été tués au couteau et par des moyens barbares. C'est quelque chose d'incroyable. Il a également dénoncé la participation du Hezbollah chiite libanais au combat de Qusair, la qualifiant de déclaration de guerre contre le peuple syrien. Sur fond de chaos et venant ajouter à la confusion, 2 dignitaires chrétiens d'Alep, les évêques Yohanna Ibrahim et Paul Yazji, ont été enlevés alors qu'ils étaient en mission humanitaire. Selon le diocèse orthodoxe syrien, les ravisseurs seraient des djihadistes tchétchènes. Poursuivons l'actualité avec des informations brèves en images sur le Canada, l'Irak et le Japon. Mais d'abord, faisons une première escale aux États-Unis où les enquêtes sur les explosions de Boston se poursuivent. Dzhokhar Tsarnaev encourt la peine de mort. L'auteur de l'attentat du marathon de Boston a été inculpé par la justice fédérale américaine sur son lit d'hôpital. Les charges comprennent notamment l'utilisation d'armes de destruction massive ayant entraîné la mort. Une première audience a été fixée au 30 mai devant le tribunal fédéral de Boston. Un hommage a été rendu aux victimes du double attentat commis par les 2 frères d'origine tchétchène qui a fait 3 morts et plus de 200 blessés. La police canadienne a déjoué un projet d'attentat visant un train de passagers sur la liaison New York-Toronto. 2 hommes, dont la nationalité n'a pas encore été précisée, auraient projeté de faire dérailler le train. La police canadienne a annoncé qu'ils avaient reçu du soutien d'Al-Qaïda en provenance de l'Iran. Des accusations jugées ridicules par les autorités iraniennes, elles-mêmes en guerre contre Al-Qaïda. Les liens diplomatiques entre l'Iran et le Canada sont rompus depuis septembre 2012. Au moins 27 morts et 70 blessés dans des affrontements entre manifestants sunnites et les forces anti-émeutes irakiennes. Des centaines de manifestants hostiles au Premier ministre chiite Nouri al-Maliki faisaient un sit-in depuis plusieurs semaines dans la ville de Hawija, au nord de Bagdad. Les forces anti-émeutes auraient donné l'assaut sur la place occupée après expiration d'un ultimatum. L'opération a tourné au bain de sang. Des tribus des villages voisins ont attaqué les postes de contrôle de l'armée en représailles, faisant 13 morts supplémentaires. Nouvelle tension diplomatique entre la Chine et le Japon. Une flottille chinoise de 8 navires est entrée mardi dans les eaux territoriales disputées des îles Senkaku, actuellement administrées par le Japon. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a prévenu qu'il repousserait toute tentative de débarquement. Au même moment, les parlementaires japonais effectuaient leur visite annuelle au très controversé sanctuaire Yasukuni, là où sont enterrés des militaires japonais que Pékin considère comme des criminels de guerre. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1. Bonsoir.